Oui, docteur, c'est la question des internautes. Un Oui, internaute, un téléspectateur qui me pose la question de savoir, les vœux du docteur ont été exaucés par les militaires, donc il mettra dorénavant fin à l'existence de Bongo doit partir. Ça, c'est la première question. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, on a constaté que des intellectuels gabonais, lorsqu'ils sont à l'étranger, font beaucoup de propositions, beaucoup de contributions, beaucoup de critiques. Mais lorsqu'ils arrivent au pays, dans la gestion, puisque vous avez parlé de 50 ans de pouvoir, tout le monde sait qu'autour de Bongo, il y avait des grands intellectuels, des professeurs d'université, des agrégés. Lorsqu'ils arrivent aux affaires, rien ne marche. Et comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Docteur qui est professeur à l'université aux États-Unis, est-il prêt à venir au Gabon? Comme vous l'avez signifié dans vos propos tout à l'heure, vous allez créer un parti des Makaya, un parti des démunis. Est-ce qu'on attendra où le docteur décidera un jour de venir au Gabon, évidemment faire la politique et apporter un bien-être aux populations? mhm, oui. Merci pour ces questions, cher ami Badiga. Ce sont de très bonnes questions. Et j'ai envie de dire, pour commencer avec la première, hein, que mes voeux ont été exaucés. Oui, parce que les Bongos n'étant plus là, ça commande une reconfiguration de mon positionnement politique. Ça, c'est très important. Mais par contre, ne soyons pas non plus naïfs. L'idée du Bongo doit partir n'était pas juste d'avoir un coup d'État ou une révolution. Le plus important en réalité commence maintenant. Ce qui est important maintenant, c'est d'aller au bout de la réforme. Et l'idée du Bongo doit partir, en fait, mourra d'elle-même le jour où, et ça c'est important, le jour où chaque Gabonais ira aux urnes à la fin de cette transition, mettra son bulletin dans l'urne et pourra même décider que moi, j'ai décidé de voter pour un chien. Et si la majorité des Gabonais décident que c'est le chien qu'ils veulent voter, on veut voir que c'est le chien qui est élu. Voilà le véritable objectif du Bongo doit partir. Ce n'était pas juste d'avoir une révolution ou un coup d'État, mais plutôt d'accompagner la transformation du Gabon pour aller à une élection digne de ce nom. Donc, si le général Oligui, les militaires, la transition nous donnent cette réforme qui garantit à chacun d'entre nous d'être capable d'être élu sans avoir à lutter pour prendre le pouvoir, qui permet aux Gabonais d'exprimer leur opinion dans les urnes et d'élire les candidats de leur choix, je crois que Bongo sera véritablement parti. Mais tant que cela ne s'est pas produit, le combat du Bongo doit partir continue parce que on a encore en place le système Bongo PDG. Il n'est pas parti, mais ce sera cette élection qui va déterminer s'il est parti ou non. Mais entre-temps, évidemment, le BDP va se transformer, va nous amener radicalement vers une prise de position de terrain qui doit pouvoir à terme m'amener au Gabon. Voilà pourquoi je dis justement que oui, peut-être que je ne suis pas dans les institutions actuelles, mais ça ne m'empêche pas d'aller sur le terrain, engager le débat avec les populations qui s'imposent pour la réforme telle que nous la voyons. Maintenant, vous posez une question importante pour les intellectuels, mais j'ai envie de dire que n'accordons pas non plus trop de crédit aux intellectuels. À la base, l'intellectuel, c'est quoi? C'est d'abord un technocrate qui apprend à faire telle ou telle chose en fonction de son expertise. Mais il y a une différence entre intellectuel et intelligence. On peut être intellectuel et idiot. Voilà pourquoi vous voyez qu'Omar Bongo, lui, il était intelligent. Il a su dompter tous ces intellectuels. Pourquoi? Parce qu'il a souvent été plus psychologue, plus psychiatre, on va même dire, pour reconnaître les faiblesses de l'humain qui sommeillait chez ces gens-là. Ils savaient que les intellectuels gabonais, comme beaucoup d'entre nous dans la population, étaient intéressés par l'argent, les postes et tout et tout. Et quand ils les rencontraient, ils sentaient ces faiblesses et les piégeaient par là. Donc l'intelligence ne se confond pas avec intellectualisme. Et j'aime à le dire pourquoi? Parce que on peut être intellectuel, mais avec un esprit criminel. Le PDG, pour moi, était une entreprise criminelle. Donc, si je suis intellectuel et je rentre dans le BDP, pardon, le PDG, pas le BDP, si je rentre dans, n'allez pas mettre ça quelque part, parce que je dis bien, le PDG était une entreprise criminelle. Donc, si moi, du dehors, je décide de rentrer dedans, sachant que c'est une entreprise criminelle, c'est qu'à la base, je suis déjà moi-même formaté pour le crime, pour supporter, soutenir le crime. La raison pour laquelle moi j'ai souvent refusé d'y aller, c'est parce que mon intellectualisme
plus ma conviction pour un Gabon nouveau m'ont souvent dit que le PDG était criminel. Si je rentre dedans, je deviendrai criminel comme les gens du PDG. Les bongos, c'était des criminels. Aller travailler avec eux, c'est devenir complice de leur criminalité. J'ai donc décidé, moi, de rester hors de ça. Donc, c'est à chacun de se déterminer. Je ne voudrais pas que vous mettiez tous les intellectuels sous le même chapeau. Je suis un exemple de ça. Il y en a d'autres qui sont là, qui n'ont jamais fait de la politique, qui sont restés dans le noir, dans le calme, et qui ont carrément laissé tomber la politique parce que pour eux, c'était sale. Mais je concède que la race que nous voyons au Gabon aujourd'hui, qui s'est illustrée par les méfaits et les complicités dont vous parlez, ces intellectuels, ils ont contribué à tuer le Gabon. Tuer le Gabon. Il y en a même un en ce moment. Enfin, bon, Guiro Satanga, qui a travaillé avec les Bongos, et puis il est à toutes les choses. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a des intellectuels complices de la criminalité. Comme Hitler, il a eu ses intellectuels pour le génocide. Donc j'ai envie de dire, être intellectuel ne veut rien dire. Il faut avoir l'intelligence humaine, et il se peut que nous avions malheureusement là une race au Gabon, comme dans la diaspora, de Gabonais qui, eux, étaient déjà criminels dès le départ. Tout ce qu'il peut faire, c'est répéter exactement les mêmes habitudes, les mêmes schèmes, et en fait nous ramener un principe de régime. J'ai fait la différence tout à l'heure entre un principe de réforme et un principe de construction de régime. Quand on construit un régime, on défend son appartenance à ce régime et on veut en fait prolonger sa survie dans ce régime. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Et malheureusement, la manière dont le général a organisé son affaire a tendance à privilégier des pressions qui vont venir d'hommes et de femmes qui vont vouloir l'amener à la construction d'un régime pour protéger les intérêts de ceux qui ont tué le Gabon hier. Et ça, nous devons le refuser. Donc, je suis d'accord avec vous que la raison principale de la citoyenneté aujourd'hui et de notre capacité à être libre de nous exprimer, c'est aussi cela. C'est-à-dire que c'est à nous de nous organiser en face pour dire au général, non, nous ne sommes pas d'accord pour que vous rameniez la même élite qui a tué le Gabon sous les Bongos, dans les cercles du pouvoir, dans les cercles de décision. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est tuer la réforme que les Gabonais attendent. C'est en réalité empêcher même qu'on ait des institutions au bout de la réforme, en fait de la transition, qui puissent permettre en réalité aux véritables gagnants de gagner. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète en réalité avec ce qui a été mis en place. Si on continue avec ces nominations, ces institutions nommées, on ne fait que donner des armes de maintien du système ancien à ces anciens-là. Et c'est ça qui est paradoxal et contradictoire. Donc, moi, je suis pour un débat ouvert et surtout pour une assemblée constituante qui va véritablement permettre à toutes les sensibilités d'aller là-bas, lutter et plutôt arriver à un consensus national pour le Gabon nouveau que nous avons. En 30 secondes, docteur Daniel Mengara, même si vous n'avez pas répondu à ma question sur la garde républicaine. Alors, je voudrais vous poser une question vraiment très simple. Vous savez, M. Ali Bongo est parti. Le système d'Ali Bongo est parti. Mais attention, avec le manque de transition, de rupture, si on reste dans cette transition de connivence, est-ce qu'on ne pourrait pas assister au retour de M. Ali Bongo ou bien son système un jour, si on continue sur cette voie de transition de connivence? Et là, je vous dirais que je suis d'accord avec vous, mais comme vous me l'avez rappelé, désolé, je vais revenir d'abord sur la question sur la garde républicaine. Je crois que, bon, et j'espère que le général Oligui est conscient de l'image très négative que cet organe, je vais même dire cette institution, de la réputation très négative, très noire de cette institution dans, on va dire, le corpus mental du peuple gabonais. C'est l'organisation à laquelle les Gabonais ont associé les tueries, par exemple, de 2016. C'est l'organisation dont les Gabonais ont peur, ont toujours eu peur. C'est l'organisation qui, en réalité, aura du mal à nettoyer cette image négative. C'est-à-dire l'organisation qui a en réalité protégé le régime qui a meurtri les Gabonais pendant 56 ans. Donc, il appartient au général, à mon avis, de réformer aussi la garde républicaine.
Et quand je dis réformer, c'est-à-dire qu'en réalité, nous ne devons plus en faire une armée dans l'armée. Il faut donner à l'armée régulière ses attributs d'armée de protection des frontières. Pas une armée pour protéger les régimes, mais une armée pour protéger les frontières. On doit enlever à la garde républicaine cette prérogative, n'est-ce pas? Qui sont en réalité des prérogatives de domination de tous les autres corps. Et voilà pourquoi l'autre jour, j'ai apprécié que dans la charte, on retrouve finalement des signatures de tous les corps quelque part. Et je voudrais qu'en réalité, on continue avec cet élan de démocratisation de la pratique militaire, de donner un peu les mêmes pouvoirs à tout le monde en réalité. Donc, on doit reformer l'armée pour en faire une seule armée, mais au service de la protection nationale. Maintenant, la garde républicaine, il faut comprendre que quand on est dans une démocratie, on n'a pas besoin d'une armée pour protéger le président. Regardez la Maison-Blanche. C'est l'une des présidences au monde les plus ouvertes. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir là avec un fusil, tirer directement sur la fenêtre où s'assoit Biden. Mais ils n'ont pas peur de ça. Pourquoi? Parce que l'éducation citoyenne, le respect même de l'autorité publique, fait que vous ne voyez même pas d'armée présente à la Maison-Blanche. Même si on sait que c'est sophistiqué, il y a des trucs là-bas, des fusées pour répondre à des attaques d'avions et de missiles. Mais vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce que le système a nettoyé cette peur. Donc, quand vous êtes une présidence démocratique et qu'on crée un pays démocratique, on n'a pas besoin d'une armée pour protéger le président. Donc, j'espère que la réforme vers laquelle on va aller va aussi nous amener vers, on va dire, la démocratisation de la pratique militaire et donc une garde républicaine normale qui n'est que des questions administratives et qui ne soit plus vraiment cette armée dans l'armée qu'on avait au Gabon depuis toujours, depuis que le Congo sont là. Maintenant, en termes de transition, je suis d'accord avec vous, cher ami, que... Ça sera une dernière question parce que les questions qui persiste ici. Est-ce qu'il est nécessaire cette transition que M. Jean Ping puisse être représenté aussi? Parce qu'on parle peu quand même de Jean Ping là-dedans et quand même un poids lourd de la politique gabonaise. Est-ce qu'impérativement le général doit faire comme il a fait aux autres, appeler aussi le président Jean Ping, demander son point de vue, où Jean Ping doit forcément contribuer ou pas, ou bien il faut qu'on les laisse à côté? Voyez-vous, mais votre question, elle me rend un peu triste, vous voyez, parce que l'effet pervers même de la méthode que les autorités de transition ont employée, de rendre la transition possible que sur la base de nomination, ça veut dire d'hommes et de femmes choisis spécifiquement par la transition, rend un peu difficile la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que pour moi, quand je vois que la charte parle de force vive de la nation, j'imagine que le contexte va être créé pour que des gens comme Jean Ping, appelés ou pas, puissent eux-mêmes s'insérer dans le débat. Vous voyez? Mais quand on fait des nominations, on ferme en réalité l'entrée même naturelle, volontariste des gens. Voilà pourquoi je continue de dire que l'idée des forces vives de la nation qui est inscrite dans la charte est la meilleure approche. Et c'est ça qui va ouvrir la porte à tout le monde, y compris à des gens comme Jean Ping. Je suis d'accord avec vous. Un tel débat ne peut pas se passer sans Bengonossi, sans Jean Ping, sans tous les autres que vous avez peut-être cités, les Mbabosso et tout le reste. Mais l'idée, c'est que si on veut que ça soit les forces vives de la nation, il faut ouvrir ça à la nation. Pour le moment, ce n'est pas ouvert, c'est fermé. Et en fait, c'est tellement réduit que ça donne très peu confiance à ce qui va être produit par la suite. Et voilà pourquoi ça me permet même de parler de M. Bouketou qui nous parle de est-ce que c'est une transition finalement de connivence ou est-ce que c'est une transition de réforme? Parce que quand on réforme, on ouvre. Mais si on ne veut pas réformer, on ferme. Et malheureusement, le modèle de nomination de l'Assemblée, du Sénat, ferme en réalité qui peut rentrer. Donc peut-être que une fois qu'on a nommé les gens les plus sages, on se dit que des gens comme Jean Ping peuvent déranger. Je ne sais pas s'il a été consulté, peut-être qu'il a dit non. Mais le problème, c'est que quand c'est basé sur des nominations, ça devient problématique. Peut-être que Jean Ping n'est pas intéressé par un poste, mais il serait intéressé par une prise de parole lors de cette assemblée, on va dire plénière, où tout le monde va pouvoir prendre la parole. Peut-être que c'est là que lui, il aurait aimé être invité. C'est peut-être là aussi que moi,
j'aurais peut-être aimé être invité pour dire, mais Ngara, il n'y a pas de pause pour toi, on sait que toi, bon, tu veux juste parler. Bon, on a l'assemblée là, on te donne quand même 10 minutes ou 15 minutes pour venir dire ce que tu as à dire lors de l'assemblée plénière. C'est aussi ça qui s'est passé en 90.